Welcome everybody et bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent ce matin. Donc, nous sommes ravis d'accueillir ce matin FI Group qui a pour mission d'accompagner ses clients dans l'identification des projets éligibles aux différents dispositifs de financement de la recherche et développement et de l'innovation, de les accompagner dans la mise en place d'une véritable stratégie de management de l'innovation en interne jusqu'à la déclaration. Donc, c'est exactement ce dont nous allons parler ce matin, c'est comment faire concorder les dispositifs de financement de la recherche et développement français et britannique pour le développement de votre société. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Félix Chermette, qui est un consultant en financement de la recherche et développement, ayant une expertise sur les dispositifs de crédit d'impôt pour la recherche en France et au Royaume-Uni, ainsi que sur les subventions pour l'innovation au Royaume-Uni. Donc, Félix, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Bien sûr. Merci beaucoup pour l'introduction, Catherine. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire donc, sur les concordances envisageables entre les dispositifs de financement public au Royaume-Uni et en France, qui sera suivi également par une petite analyse de comment ces concordances pourront bénéficier une entreprise active donc, dans ces deux pays. Donc, Félix Chermette, j'aurai le plaisir de vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc en termes d'agenda et d'ordre du jour, je vais tout d'abord vous commencer par vous faire une brève introduction d'FI Group, donc plus particulièrement FI Group en France et au Royaume-Uni, ce qui permettra par ailleurs de planter le décor sur le paysage de R&D au Royaume-Uni également. Ensuite, nous allons dans un second temps nous concentrer sur les dispositifs de crédit d'impôt anglais à travers une présentation de ceux-ci, tout en faisant un parallélisme avec le CIR français. Et au fur et à mesure de cette comparaison, j'alimenterai certaines illustrations donc par des exemples assez concrets de la façon de faire communiquer ces dispositifs et les avantages à en tirer pour votre société. Et enfin, je ferai une petite ouverture sur certaines perspectives de ces dispositifs et une petite présentation d'autres biais de financement qui permettent d'alimenter financièrement vos entités françaises et britanniques. Puis nous aurons à la fin un temps réservé pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation de laisser vos questions dans la boîte de dialogue dédiée. Donc FI Group, qui sommes-nous? Alors FI Group accompagne les structures dans le financement de l'innovation et la sécurisation de ressources pour leur activité de R&D à travers un management complet des subventions R&D d'une part, mais des crédits d'impôt d'autre part. Donc, grâce à notre expertise dans ce domaine, nous conseillons nos clients dans le but d'optimiser leur retour sur investissement à travers leurs activités de R&D et ainsi stimuler leur croissance. Donc, nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et nous sommes actifs sur la quasi-totalité des territoires ayant des dispositifs de financement public de la R&D. Ça représente plus de 1000 employés à travers le groupe et également plus de 11 000 clients que nous accompagnons à l'international à travers tout secteur d'activité et de recherche. Donc, nous sommes une société franco-espagnole et une présence bien établie en France. Nous sommes actuellement leaders en matière de crédit d'impôt recherche et ainsi nous avons suivi les évolutions des CIR dès ses premiers jours. Donc, ça représente près de 5000 sociétés clientes en France, 800 millions d'euros de CIR déclarés annuellement avec un taux de réussite en contrôle à 98%. Donc, au Royaume-Uni, plus particulièrement, notre modèle est calqué sur celui de la France. Donc, FI Group a ouvert ses premiers bureaux à Londres en 2015 et le bureau est bien entendu adossé donc par nos structures internationales qui permet notamment de concorder justement ce service à travers différentes juridictions. Donc, au Royaume-Uni, nous avons un taux de réussite en termes de déclaration de 100% et cela est possible grâce à plusieurs points assez importants. Tout d'abord, nous sommes partenaires de confiance du HMRC, qui est l'autorité des impôts anglaise, et faisons partie du comité consultatif de recherche et développement au Royaume-Uni. Donc, cela signifie que l'autorité des impôts anglaise nous sollicite assez régulièrement pour avoir des retours d'expérience sur les dispositifs de financement. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, vis-à-vis du domaine de l'informatique, par exemple,
il y a eu un sondage du HMRC très récemment afin d'avoir un retour d'expérience sur le rôle du stockage dans le cloud, dans les projets de R&D et l'impact de leurs coûts sur la stratégie des entreprises concernées. Le résultat de cette enquête étant que les coûts de stockage dans le cloud sont maintenant éligibles au dispositif, et donc cela démontre vraiment qu'il y a un souhait de la part des autorités britanniques de maintenir un dispositif compréhensif et bien entendu en ligne avec les tendances technologiques du temps, et est très active pour maintenir une confiance avec les acteurs du milieu de la R&D. Et de plus, ce type de relation nous permet également de maintenir une veille permanente sur les évolutions des dispositifs. Donc ce taux de réussite est également permis grâce à notre appétence technique et technologique, car elle est requise par ces dispositifs et il faut être à même de comprendre la R&D. Donc nos consultants, comme à travers tout le groupe, sont masters ou doctorants dans les domaines de spécialité. Et nous avons également certains partenariats assez étroits avec des consortiums importants tels que ADS au Royaume-Uni, qui réunit les acteurs de l'aéronef, de la défense et de la sécurité en Angleterre. Pour vous décrire un petit peu plus notre métier, notre activité est purement en lien avec l'innovation. Donc on intervient en amont de vos projets, que ce soit au niveau de la structuration et des préconisations et mise en place d'outils qui permettent d'anticiper donc les règles du jeu de ces dispositifs et d'assurer que vous rentriez dans les cases afin de bénéficier par exemple de subventions en amont d'un projet, ou alors des crédits d'impôt qui viennent a posteriori ou en cours de projet, et tout cela afin de maximiser le rendement de ces dispositifs, et ce jusqu'à l'obtention de résultats. Donc un accompagnement également lors du justificatif de vos déclarations auprès de l'administration. Et enfin, on est également bien sûr à l'écoute de nos clients et en capacité de mettre en place des approches sur mesure afin de s'adapter à vos besoins. Ça peut être par exemple des livrables par trimestre pour alimenter vos prévisions financières, par exemple. Donc rentrons un petit peu plus de détails sur les dispositifs de financement de la R&D qui sont en France et au Royaume-Uni, donc les dispositifs les plus lucratifs, les crédits d'impôt recherche. Donc ainsi, cela sera au centre de cette présentation, car au-delà de leur popularité, ils peuvent présenter un cadre de structuration qui permet d'en faire un biais fiable pour la santé financière d'une société innovante, et ainsi un appui pour accroître leur compétitivité. Afin d'illustrer cela, comme je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, je vais partir d'une présentation des dispositifs anglais, tout en les comparant au CIR, en mettant en relief leurs points communs, leurs différences et leurs avantages. Et à partir de cela, je vous donnerai quelques exemples de comment ces différences peuvent être instrumentalisées, en quelque sorte, pour structurer votre société de part et d'autre de la Manche, et ainsi favoriser votre croissance. Pour commencer, voici quelques chiffres clés sur les dispositifs au Royaume-Uni. Donc en 2018-2019, 5,3 milliards de livres ont été consommés par ces dispositifs de crédit d'impôt, selon les derniers chiffres, qui sont toujours en cours de finalisation par les impôts, ce qui représente près 1,7% du PIB anglais, soit près de 10% du budget de défense du pays, donc assez conséquent. Si on met cela en perspective avec le budget du CIR en France, qui est aujourd'hui à juste au-dessus de 6 milliards d'euros, voilà, avec les taux de conversion, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et selon les chiffres, en tout cas au Royaume-Uni, cela n'est pas prêt de s'arrêter, car le gouvernement a publié en 2020 dans le UK R&D Roadmap, qui présente la stratégie d'investissement du gouvernement britannique, que son objectif est de verser 2,7% du PIB dans ces dispositifs d'ici 2027. Donc ça montre que cette stratégie est vraiment au cœur du plan de relance du pays, qui a l'ambition d'élever sa place en tant que hub technologique, mais également de demeurer la première destination sur le continent européen pour le venture capital et le private equity, ainsi que d'être moteur dans la transition écologique. Et il est bien reconnu, de part et d'autre de la Manche, que ces dispositifs sont des outils incontournables dans l'atteinte des émissions carbone net zéro d'ici 2050. Donc rentrons un petit peu plus de détails dans ces dispositifs. On distingue au Royaume-Uni deux dispositifs de crédit d'impôt pour la R&D qui ont tous deux été lancés en 2000. Donc le RDEC, qui est R&D Expenditure Credit, qui pour les grandes entreprises et les grands groupes,
et le RDTR pour les PME, start-up, TPE, qui fonctionnent tous les deux sur le même principe que le CIR français, mais avec quelques nuances, notamment au niveau des dépenses éligibles. Donc, tout d'abord, sur le plan de l'éligibilité, il faut être une société, bien entendu, immatriculée sur le sol britannique pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs. Donc, le RDTR, d'une part, concerne toutes les sociétés ou groupes ayant moins de 500 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions d'euros. Donc, même si l'échelle du groupe est à l'international, ces valeurs s'appliquent à un groupe à l'international. C'est donc basé sur la définition européenne d'une PME, mais avec le double des plafonds. Et selon ces dispositifs, les déclarants peuvent récupérer jusqu'à 33% de leurs dépenses éligibles. Ensuite, nous avons le RDEC, qui concerne donc les grands groupes et grandes entreprises au-delà de 500 employés. Celui-ci détient les mêmes critères d'éligibilité technique et son taux est à 13% suite à son augmentation récente en 2020. Donc, in fine, à ce niveau, quels sont les apports de cette distinction de la taille des entreprises? Donc, tout d'abord, le taux préférentiel de 33% est accessible à des structures qui seraient jugées PME en Europe, ce qui rend également le remboursement immédiat accessible à des sociétés bien plus grandes. Ensuite, qu'il n'y a aucun plafonnement des dépenses éligibles pour les grandes entreprises. Et très important également, le RDEC permet de valoriser des projets ayant reçu une subvention d'État. Donc, contrairement au CIR, il n'y a pas besoin de déduire le montant des subventions de l'assiette des dépenses éligibles. Ensuite, au niveau de l'éligibilité technique, les crédits d'impôt anglais se basent également sur l'ouvrage de l'OCDE, qui est le manuel de Frascati, qui lui est la référence internationale pour la définition du périmètre des activités de recherche et développement. Donc, dans le BIC, qui énonce les règles du jeu du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation en France, la définition de la R&D est reprise plus ou moins au pied de la lettre du manuel, soit les activités de R&D englobent les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme de connaissances ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications. Découle de cette définition 3 types d'activités. D'une part, la recherche fondamentale, ou la recherche théorique qui n'envisage pas particulièrement d'application, la recherche appliquée, et ensuite le développement expérimental. Le développement expérimental est la définition sur laquelle se base également les crédits d'impôt anglais. Et sa définition est la suivante, donc la création ou l'amélioration d'un produit, d'un procédé, d'un process, programme ou équipement qui doit présenter une originalité ou une amélioration substantielle qui ne résulte pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes. Donc, en somme, on a d'un côté le CIR, en France en tout cas, qui s'oriente vraiment sur la génération de nouvelles connaissances techniques à travers la résolution d'incertitudes techniques. Et de l'autre, le C2I, donc Crédit d'impôt innovation, qui s'oriente sur les produits nouveaux sur le marché et qui se distingue des produits existants par des performances supérieures, que ce soit sur le plan fonctionnel, technique ou de l'éco-conception. Les dispositifs anglais, eux, ne font pas la distinction entre la R&D et l'innovation et au contraire les englobent. Donc la définition est volontairement laissée assez large par le gouvernement, ce qui signifie que peu importe votre taille ou votre secteur d'activité, si votre entreprise prend du risque en essayant de pallier une incertitude scientifique ou de relever de challenges scientifiques, alors vous pourriez tout à fait entreprendre des activités éligibles. Donc, dans l'ensemble, les critères d'éligibilité sont très proches entre les dispositifs français et anglais. Il y a une différence clé étant que pour être éligible au dispositif au Royaume-Uni, le projet doit à un moment aboutir au développement concret ou palpable d'un produit, d'un procédé, processus, etc. Ainsi, ça a tendance à exclure un petit peu la recherche fondamentale qui donc sort du périmètre d'éligibilité. Ce développement concret, palpable, peut avoir lieu plus tard que l'année déclarée. Bien entendu, certains projets peuvent être pluriannuels et c'est bien entendu par l'autorité des impôts. Donc, un second point d'éligibilité important ici étant que pour chacun de ces dispositifs, la direction du projet, le projet doit être piloté dans le pays où
il sera déclaré, bien entendu. Par exemple, admettons que vous ayez une entité au Royaume-Uni qui embauche du personnel qualifié, donc formation d'ingénieur par exemple, pour faire l'interface avec votre clientèle britannique sur un projet de R&D ou d'innovation. Cette interface peut être par exemple définir des paramètres du système à développer avec le client ou la conception de certains jeux de paramètres nécessaires à l'intégration de votre solution chez le client. Votre équipe anglaise sollicite ensuite votre entité française pour le développement d'un prototype ou de certaines composantes du système requis par le client. Alors, lors de la déclaration d'impôt anglais, vous pourrez déclarer les coûts de sous-traitance ou de mise à disposition de personnel qui auront été refacturés par la France. L'inverse, par contre, ne serait pas possible car malheureusement, les coûts de sous-traitance ayant lieu en Angleterre ne sont désormais plus éligibles au CIR. Donc voici un axe qui permet de jouer un petit peu sur ces différences de dispositifs, qui permet de favoriser en tout cas vos activités si elles ont lieu de part et d'autre de la Manche. Donc, comme nous venons de le voir, le RDTR, les crédits d'impôt anglais, permettent aux entreprises d'obtenir un crédit d'impôt pour dépenses de R&D éligibles. Donc la définition de l'éligibilité technique, en tout cas, est très similaire à la définition française. En revanche, c'est au niveau des postes de dépenses qu'il y a certaines nuances. Bien entendu, et je ne l'ai pas inclus dans ce tableau, mais bien entendu, les coûts de personnel, le salaire brut chargé, sont éligibles dans les deux cas. C'est au niveau des matériaux consommés lors de la R&D que le calcul est un petit peu différent. Au Royaume-Uni, on comprend donc l'achat de consommables utilisés pour la recherche, donc tout le petit matériel de laboratoire, les produits chimiques ou biologiques consommables qui ont été utilisés pendant la recherche. Ça peut aussi être les coûts de prototypage, par exemple, mais également un pourcentage des factures d'eau et de fuel et d'électricité peuvent être pris en compte, alors que contrairement au CIR, malheureusement, les gros équipements à longue durée de vie sont exclus du périmètre en Angleterre. Donc, contrairement au CIR, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les subventions d'État n'ont pas à être déduites de l'assiette de dépenses. Donc, la part du projet qui a bénéficié d'une subvention peut être retenue sous le dispositif ARDEC et donc bénéficier d'un taux de crédit de 13%. Alors que la part de R&D n'ayant pas reçu de subvention peut toujours être déclarée au RDTC et donc bénéficier d'un taux favorable allant jusqu'à 33%. Donc, sur une même année fiscale, une entreprise peut tout à fait effectuer une déclaration sous les deux dispositifs. Le prochain point assez important ici est la mise à disposition. Ce sont la mise à disposition et la sous-traitance, qui sont deux postes du dépense où justement la concordance de ces deux dispositifs français et anglais peut prendre beaucoup de sens et d'ampleur. Dans un premier temps, contrairement à la France, il n'y a pas de restrictions relatives au lieu où sont effectués les travaux de R&D et donc les PME peuvent obtenir un crédit d'impôt pour les dépenses versées à des sous-traitants auxquels elles ont confié des travaux de R&D sans obligation d'agrément de ces derniers. Donc, c'est vraiment ouvert à toute société sous-traitante. Donc, ces dépenses de sous-traitante sont éligibles, même si prises en isolement, elles ne correspondent pas ou ne constitueraient pas de la R&D. Donc, sur les projets collaboratifs entre la France et le Royaume-Uni, si le projet est dirigé au Royaume-Uni, les dépenses de sous-traitance aux États-Unis, par exemple, ou dans un pays externe, peuvent tout à fait être prises. Cependant, on distingue deux cas de sous-traitance. Donc la sous-traitance à un organisme externe, dont on prend le prorata de 65%, et la sous-traitance à un organisme lié, dans quel cas on peut inclure 100% des coûts dans l'assiette de dépenses éligibles. Par contre, la sous-traitance, elle, n'est pas éligible au RDEC, donc dispositif dédié aux grandes entreprises. Ensuite, la mise à disposition. Donc, les mêmes conditions entrent en vigueur que pour la sous-traitance, donc sur le 65% organisme externe, 100% organisme lié. Cependant, dans les deux cas de figure, ce poste de dépense est éligible au RDTR et au RDEC, donc aux deux dispositifs.
Un autre point étant que la justification de la mise à disposition est bien moins fournie qu'en France, où il faut pouvoir présenter donc une convention entre les deux organismes, un avenant au contrat, exclure les marges sur la facturation. Il faut que ce soit également comptabilisé dans un compte spécifique de personnel détaché, etc. Donc, au-delà de cela, on peut également déclarer au Royaume-Uni ce qu'on appelle la sous-traitance de capacité, qui est difficilement éligible au CIR. Donc, si je reprends l'exemple un petit peu plus tôt, où on a un projet qui est dirigé et piloté au Royaume-Uni et qui sollicite des ressources techniques françaises au cours de son projet, la refacturation entre sociétés ici doit être assez bien structurée pour pouvoir la déclarer de façon efficace et avoir un revenu dessus de façon efficace. Donc, on a eu le cas plusieurs fois où la SAS française, par exemple, refacturait de grandes sommes assez régulièrement à la société anglaise. Cependant, il y avait très peu de traçabilité du détail de ces sommes ou d'un classement par affaire, etc. Donc, déclarant des crédits d'impôt avec cette société dans les deux pays, on avait une vision assez globale des activités de R&D du groupe. Et ainsi, on a pu mettre en place des outils avec nos clients. Ces outils pourraient être par exemple de structuration de leur SAP, des grilles de refacturation, etc. Pour au final améliorer l'efficacité du processus de refacturation intra-groupe. Et cela a d'une part permis d'améliorer un petit peu la continuité opérationnelle du groupe, donc d'avoir une meilleure traçabilité par affaire client, améliorer la continuité globale de la société, anticiper les contrôles exactement sur la France, par exemple. Mais d'autre part, une augmentation notable de souvent plus de 200% des crédits d'impôt touchés sur le Royaume-Uni. Donc, cet exemple illustre un petit peu comment on peut tirer de ces dispositifs différents axes de structuration qui sont très pertinents pour l'organisation de son groupe. Et enfin, ici, au Royaume-Uni, les dispositifs excluent donc les dépenses en dotation aux amortissements, donc les immobilisations, des dépenses liées à la propriété intellectuelle, donc les coûts liés au brevet par exemple, mais il n'y a également pas les taux favorables pour les jeunes docteurs. Donc ensuite, on prend donc pour le RDTR l'assiette calculée. L'assiette de dépenses, on y applique un taux de 25 à 33% ou de 13% pour le RDEC. Je vais vous expliquer un petit peu plus dans la prochaine diapositive comment ces pourcentages sont calculés. Donc en France, pour le CIR, comme vous le savez, on prend le calcul de l'assiette des dépenses. On y applique le taux de CIR de 30% ou de C2I de 20% si vous êtes PME. Et cette somme sera ensuite déduite de votre impôt sur la société ou impôt sur le revenu. Si ce montant est supérieur au montant de votre impôt, alors vous avez deux options. Soit le remboursement immédiat de ce reliquat, si vous êtes PME uniquement, ou alors le report de ce reliquat sur les années fiscales à venir. Dans le cadre du RDTR, pour les PME au Royaume-Uni, le calcul est un petit peu différent. Donc on prend l'assiette totale des dépenses éligibles, on déduit 130% de cette assiette à la ligne des profits, et à ce moment-là, on se retrouve dans potentiellement deux cas de figure. Soit on est toujours dans une position de profit après la déduction de cette crédit d'impôt, ou alors on se retrouve en situation de perte et donc on déclare des pertes. Dans quel cas on peut bénéficier d'un remboursement immédiat, peu importe la taille de la société. C'est pour cela qu'il y a une petite variation et que je ne peux pas vous donner un taux fixe dans le bénéfice final parce que ça dépendra de votre situation de perte ou de profit. Et finalement, pour le RDEC, on se calque plus sur le modèle français où on prend l'assiette l'assiette de dépenses éligibles, on y applique un taux de 13%, cette somme sera déduite de l'impôt et le reliquat peut soit être perçu en cash après imposition ou alors reporté aux exercices fiscaux à venir. Donc, en somme, je pense que le gros plus des dispositifs britanniques demeure l'accès au remboursement immédiat qui est d'une part pas restreinte aux PME et d'autre part favorise vraiment les entreprises qui déclarent des pertes.
Et cela peut être tourné à votre avantage si par exemple le groupe est structuré de façon à ce que la structure française soit plutôt profitable et que les pertes soient adossées à la structure anglaise. Ça peut avoir le potentiel de faire une enveloppe nette sur le groupe beaucoup plus importante, car en plus, il y a la possibilité en Angleterre de prendre en compte la sous-traitance étrangère, la mise à disposition à l'international et donc certains coûts de refacturation intra-société. Une petite note également sur les contrôles, car ils sont assez notoires en France, les contrôles déclenchés par le CIR. Au Royaume-Uni, la procédure de contrôle est quand même plus légère et les impôts peuvent revenir jusqu'à 1 an en arrière pour décider de contrôler une certaine année. Donc, il y a eu une nouvelle jurisprudence en Angleterre où le gouvernement a récemment annoncé un changement dans les conditions du RDTR, donc pour les PME. Donc cette nouvelle règle a été conçue afin de cibler certaines déclarations frauduleuses, en fait, qui employaient des structures créées au Royaume-Uni pour bénéficier de remboursements sans qu'il n'y ait eu de travaux ou d'activités de recherche vraiment au Royaume-Uni. Donc, afin de limiter ces abus, le gouvernement a introduit un plafond qui s'applique au montant déclaré par les entreprises déficitaires, donc qui perçoivent tout en remboursement immédiat, qui s'appliquera pour les années fiscales débutant à partir du 1er avril 2021. Donc on est encore en train de déclarer d'effectuer des déclarations avec nos clients qui ne sont pas encore concernés par ce plafond. Donc comment ce plafond est-il construit? Il limitera les montants de remboursement immédiat à 3 fois les coûts salariaux, donc les salaires bruts chargés de la société sur l'année. Ici, il n'y a pas de question d'éligibilité, ça concerne l'ensemble de la masse salariale de l'entreprise, plus 20 000 livres. Donc, si cette limite est dépassée, il y a 2 exceptions à la règle. Premièrement, si les employés de la société préparent activement ou managent de la propriété intellectuelle issue du projet R&D, alors il y a exemption. Ou alors, si les coûts éligibles de sous-traitance et ou de mise à disposition sont inférieurs à 15% du total de l'assiette de dépenses éligible, alors également, là, il y a exonération. Donc, une petite note sur le fait que les coûts de sous-traitance et de mise à disposition d'organismes liés s'ajoutent, eux, à la base de calcul de ce plafond. C'est-à-dire que la coopération internationale demeure alors au sein d'un groupe demeure une possibilité et que cela n'impactera donc pas, si vous êtes dans ce cas, le rendement de ces dispositifs. Donc, si vous avez des questions, si ce plafond vous concerne et que vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à me joindre directement, on pourra en parler en un petit peu plus de détails. Donc, en somme, sur cette partie, on a vu que d'une part, les dispositifs français et anglais présentent leurs similitudes et leurs différences, et que celles-ci peuvent être mises en jeu pour accélérer l'injection de ressources dans votre groupe, et d'autre part que le dispositif britannique demeure très compréhensif et qu'il offre plusieurs possibilités donc, pour favoriser plusieurs formes de collaboration à l'international au sein d'un groupe et même avec des organismes externes. Pardon. Un autre point important étant qu'il rend le remboursement immédiat accessible à des sociétés donc de toute taille et cherche vraiment à récompenser les sociétés déficitaires, injectant donc davantage de ressources dans la R&D, dans la recherche et développement. Donc, ces 2 points peuvent donc offrir vraiment de réels avantages pour un groupe innovant, ainsi que de vraies possibilités pour structurer et faire concorder ces 2 dispositifs à travers donc leur structuration. Pour la fin, je voulais juste faire une petite ouverture sur certaines perspectives, notamment issues donc des décisions qu'il y a eu suite au Brexit. Premièrement, une petite mention ou rappel rapide que depuis 2020, en conséquence donc du Brexit, l'agrément au CIR ou au C2I n'est désormais plus attribuable
aux sociétés sur le sol britannique. Ainsi, si vous bénéficiez de cet arrangement dans le passé pour déclarer des opérations qui ont eu lieu sur le sol britannique au CIR, alors les exemples que j'ai énoncés plus tôt pourraient être d'autant plus pertinents à envisager pour continuer à bénéficier de ces allègements sur vos coûts de R&D à l'échelle du groupe. Un deuxième point sur les subventions. Suite au Brexit, les sociétés anglaises peuvent toujours bénéficier de subventions à l'échelle européenne, donc H2020 ou H2021, à partir du moment où elles font partie d'un consortium. Donc il y a encore des possibilités de financement. Cette voie de financement reste ouverte, en tout cas pour les sociétés britanniques, mais également à l'échelle du territoire britannique, les subventions locales, donc à travers le UKRI ou Innovate UK, permettent également la collaboration avec des entités européennes. Donc, il reste ces deux voies ouvertes et accessibles aux sociétés internationales. Donc, pour référence, FI Group, de par notre expérience avec les dispositifs à l'international, on a pu construire un guide mis à jour en 2021 qui récapitule et donne des détails sur les dispositifs et les billets de financement public disponibles dans tous les pays où ils sont présents, en tout cas dans le monde. Donc, si vous voulez le consulter, et je vous le conseille, si ça vous concerne, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, qui est tout neuf d'ailleurs, et ou alors contactez-moi par email et je pourrai vous l'envoyer directement et on pourra en discuter. Donc voilà, merci encore d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant et utile et que les sujets abordés vous ont parlé. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact directement si vous avez des questions ou vous voulez qu'on échange sur vos projets ou même aller un petit peu plus loin sur les biais dont vous pouvez bénéficier ou vos cas de figure particuliers. Donc, on est toujours ouvert pour échanger. Et en amont en aval de ce webinaire, vous recevrez un mail dans les jours à venir avec mes coordonnées. Donc, vous pourrez me joindre directement par ce mail. Merci voilà, Félix de cette présentation qui était très intéressante et très claire. Je ne sais pas si parmi les participants, quelqu'un veut poser une question. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Regarder dans la boîte de dialogue. Alors pour le moment, je ne vois pas de questions. Non, moi non plus. Donc voilà, on a un petit peu de temps qui nous reste, en tout cas dans le temps qui a été attribué au webinaire. Donc n'hésitez pas, on peut en faire une conversation assez ouverte avec plaisir. Oui, moi en fait, c'était par rapport au Brexit, ce que vous venez de dire. Oui. Finalement, en fait, il y a quand même une souplesse que, si j'ai bien compris, qui a été mise en place pour permettre aux entreprises britanniques comme aux entreprises françaises de pouvoir continuer ensemble. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, en tout cas, dans le cadre du CIR et de ces dispositifs, le gros point bloquant qui a été amené par le Brexit était la fin de l'agrément au CIR pour les entreprises sur le sol britannique. L'agrément CIR permet donc de déclarer en France des dépenses de sous-traitance. Donc celui-ci n'est plus possible aujourd'hui, mais il reste des possibilités à travers, je dirais, l'optimisation donc de la structure de vos projets de R&D de part et d'autre de la Manche, de pouvoir quand même bénéficier de certains
de certains bénéfices sur la recherche et sur les projets collaboratifs. Malheureusement, il sera plus localisé en fonction des pays, alors qu'avant, on pouvait rabattre certains bénéfices sur les dispositifs en France. D'accord. Donc, c'est un des biais principaux. Et ensuite, il reste également les subventions qui peuvent, que ce soit à l'échelle européenne ou britannique, englober des structures françaises, britanniques et même d'autre part en Europe aujourd'hui. Très bien, merci. Personne n'a de questions? Vous êtes tous bien sages. Bon, j'espère que ça a été clair alors, j'ai l'impression. Je crois que vous avez été trop clair finalement. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises françaises et britanniques qui coopèrent et qui sur la recherche et développement et qui font appel à vos services? Oui, donc on a quand même plusieurs cas de figure à partir desquels ont été tirés justement les exemples que j'ai pu citer au cours de la présentation, hein, qui nous sollicitent notamment pour. On a eu pas mal d'appels au moment de l'annonce donc des mesures du Brexit pour voir comment on pourrait s'organiser pour justement continuer à bénéficier des deux dispositifs et avoir un retour sur investissement sur la R&D qui soit non dilutif. Donc, oui, c'est quand même un cas de figure qu'on voit assez souvent et il y a vraiment un apport de pouvoir suivre les activités de R&D de part et d'autre de la Manche, en tout cas de notre part, pour justement mettre en place certaines mesures, certains outils organisationnels pour favoriser justement ces rendements de part et d'autre de la Manche. Donc, même à travers tout secteur également, je dirais que ce soit de l'informatique ou plutôt du côté industriel, hein, que ce soit aéronautique, automobile ou dans les sciences biologiques aussi, médicales, l'industrie pharmaceutique. On a plusieurs exemples de sociétés qui justement collaborent avec nous de part et d'autre et c'est des cas de figure qu'on a vus qui touchent bien évidemment plusieurs secteurs d'activité, oui. Et est-ce que vous travaillez également avec des universités, des centres de recherche, par exemple comme l'INRIA ou autres? Alors, on est assez proche de certaines universités. Au Royaume-Uni, pas encore, car pas encore. En France, par exemple, on est proche de certaines universités privées également. On a également commencé un master avec une université qui se spécialise justement sur les dispositifs d'innovation et qui cherche à former envers justement pouvoir faire levier sur ces dispositifs, former autour des subventions, de l'IP Box également, mais surtout des crédits d'impôt recherche. Donc c'est une conversation et un dialogue qu'on essaye d'avoir en permanence, peu importe les pays dans lesquels nous sommes implantés, car c'est quand même assez clé pour faire partie de cet écosystème de R&D. C'est le cas plus souvent, je dirais, pour les dossiers de subvention. Quand on monte des subventions avec nos clients, il y a très souvent des collaborations avec des corps publics, donc soit des laboratoires de recherche, également des universités publiques, qui nous permettent justement de commencer ce dialogue, d'entretenir un pont et un échange d'idées et d'activités à ce niveau-là. Donc oui, il y a des ponts de communication avec tout type d'organismes publics de recherche et développement, en tout cas qui sont impliqués dans le patrimoine de recherche et développement local. Merci. Écoutez, Félix, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on clôture cette session. Je voudrais remercier toute l'équipe de FIGroup, parce qu'effectivement, vous travaillez avec une équipe. Et un grand merci pour cette intervention. Et puis, je vous laisse donc répondre ou prendre contact avec les entreprises présentes ce matin. Et puis, nous restons à votre disposition pour continuer cet échange. Merci à tout le monde
et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.